Razer Blade 18, c'est la référence, en tout cas chez le constructeur Razer, qu'il va falloir retenir si vous avez décidé de vous équiper d'un PC transportable ultra puissant plutôt que d'une tour, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, d'un desktop replacement, comme on dit, ces PC portables avec des grands écrans et des capacités techniques assez redoutables, mais des machines assurément également très haut de gamme. Ce Razer Blade 18, on va le voir, l'équipement, il est sérieux, mais le prix s'en ressent bien évidemment. Et vous allez le voir aussi dans cette vidéo qu'il y a une petite case qui a été cochée dans l'interface et qui vous mentionne ici qu'il s'agit d'une communication commerciale. Et je vais tout de suite vous expliquer en quoi cela a consisté. Eh bien, Razer a souhaité apporter son soutien à la chaîne YouTube, à moi-même en l'occurrence, et je ne peux pour cela que les en remercier, en me proposant d'une part de tester cette machine qui va rester pour m'accompagner dans mon quotidien de producteur de contenu évidemment. Et pour le coup, aucune autre forme de rétribution. Alors vous allez me dire, c'est déjà bien généreux de la part de Razer, mais aucun script ne m'a été communiqué. Et vous allez le voir que pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube ou tous ceux qui sont présents sur le Discord et qui sont un petit peu dans cette forme de coulisses, je n'ai pas ma langue dans ma poche et ce que je vais avoir à vous dire sur ce PC portable, eh bien je ne vais pas y aller par quatre chemins. Razer est bien conscient, ils m'ont clairement dit, dis ce que tu as à dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu nous partages tes retours, notamment aussi et surtout sur cette logique de création de contenu, parce qu'il est vrai que tous ceux qui testent les PC portables Razer triture ça en long, en large et en travers sur la partie gaming, peut-être un petit peu moins sur le reste, et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que vous avez notamment la partie communication commerciale, mais ça s'arrête peu ou prou à peu près là, et j'espère que vous accueillerez encore une fois cette vidéo correctement. Alors, concernant les specs de ce PC portable, eh bien, je me dis qu'à la manière des tests de télé, c'est un peu plus agréable si je vous les affiche ici, juste à côté de moi, pour me focaliser ensuite sur ce qu'il y a au cœur de ce 18 pouces. Et vous invitez également, si vous le souhaitez, à aller consulter le site du constructeur pour une raison assez simple. Eh bien, c'est que le marché des PC portables évolue vite. Les constructeurs proposent évidemment un format de châssis et puis ensuite, les configurations peuvent être personnalisées plus ou moins évidemment. La version que moi je teste, eh bien, elle est équipée d'un processeur Intel Core i9 13950H, processeur, donc vous l'aurez compris, de 13e génération, mais il existe d'ores et déjà aujourd'hui des configurations avec des processeurs de 14e génération, avec des écrans également un peu différents, des écrans également sans doute un peu mieux calibrés que ce modèle. Bien évidemment, je vais revenir ici dans les résultats des tests, puisque je dispose de tout ce qu'il faut pour mesurer les qualités de l'écran, donc vous doutez bien que je ne suis pas passé à côté. Donc ce processeur Intel Core i9 13950HX, plus précisément même 32 threads, 24 cœurs qui, comme vous le savez, se décomposent à chaque fois sous une logique performance et efficience. En l'occurrence ici, c'est 8 cœurs performance, 16 cœurs efficience. Alors attention, la logique d'efficience sur ce type de solution transportable, comme je l'ai dit, eh bien elle est somme toute relative parce que c'est pas un produit qui va aimer travailler uniquement sur sa batterie. En tout cas, les performances vont être grandement limitées, surtout quand on embarque une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090, bien puissante, 16 Go de mémoire vive en GDDR6 avec ce fameux TGP de 175 watts. Donc c'est pour ça qu'il lui faut son gros bloc secteur pour l'alimenter, lui libérer un petit peu les bronches et offrir un maximum de performance. Et la performance, il n'en manque pas, comme on va le voir. Mais attention, bien évidemment, cette carte RTX 4090, elle est plutôt à comparer notamment à du 4080 sur des versions desktop. Donc on a ce processeur de 13e génération qui est associé à de la mémoire vive. Ici, je suis en l'occurrence sur 32 Go de mémoire vive en dual channel, bien évidemment, DDR5 5600 MHz. La capacité de mémoire vive pourra naturellement être doublée, portée à 64 Go si vous décidez à ouvrir le châssis de ce Razer Blade 18. Et puis pourquoi pas également porter la capacité de stockage jusqu'à du 8 Teraoctets, capacité maximale, mais ici la capacité embarquée, eh bien elle est de 2 Teraoctets assurée par un disque SSD NVMe PCI Express 4.0 qui a délivré vraiment durant toute mon expérience que j'ai pu parcourir que j'ai pu avoir avec ce Razer Blade 18, et bien des performances assez saisissantes. Aucun sujet sur la connectivité Wi-Fi, ça bombarde. Connectivité également Ethernet si vous le souhaitez avoir recours. On a ici un port Ethernet plein format, on a de l'USB type C, et puis surtout on a aussi cet écran de 18 pouces QHD+, donc 2560 par 1660 pixels. Et attention, c'est du 240 Hz, et c'est sans doute pour ça qu'on a ici cette RTX 4090 pour atteindre le niveau de performance, même si on le sait aujourd'hui qu'il y
y a des technologies Nvidia, notamment le DLSS 3.5, dont je reviendrai également avec notamment le Black Myth Wukong que j'ai pu faire tourner sur cette machine, et j'aurais quand même à dire des choses sur cet écran qui, encore une fois, sans y aller par quatre chemins, j'aurais bien aimé que Razer travaille un petit peu plus sur le calibrage des couleurs, et on verra que c'est sans doute pour cela aussi que d'autres gammes ont débarqué sur Razer Blade 18. Enfin, pour conclure cette partie caractéristiques techniques, j'ai juste envie de mettre un élément un petit peu en avant. Il s'agit ici de la webcam qui est installée au sommet de cet écran 18 pouces. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est une caméra qui va vous permettre d'avoir une qualité d'image incroyable pour habiller vos streams lorsque vous allez diffuser du gameplay, etc. La qualité n'est pas dingue, elle est juste proprette. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser une caméra externe lorsque je fais des streams, notamment ici mon Insta360 Link. Il est vrai que néanmoins, elle a une fonctionnalité qui est intéressante, cette caméra 5 millions de pixels, et bien c'est qu'elle est compatible Windows Hello. Alors ça facilite déjà l'accès à Windows, justement, même quand on est dans un environnement assez sombre, on a un petit illuminateur infrarouge qui permet quand même de lire votre visage. Alors attention, pas dans la pénombre totale, mais ça fonctionne globalement plutôt très bien, et puis en plus ça me permet d'associer cette identification également sécurisée par la lecture de votre visage à différents services. Par exemple, je vous dis, j'utilise Bitwarden pour un gestionnaire de mots de passe parce que certaines mauvaises expériences m'ont permis de constater que je préfère ce service plutôt que tout ce qui est intégré à Google Chrome par exemple, et c'est vrai que c'est une très bonne alternative, le Windows Hello. J'ai utilisé pas mal par le passé des lecteurs d'empreintes digitales, c'est le cas aussi sur mon PC, cette fois-ci qui tourne à côté de moi avec un système connecté en USB. Bref, parenthèse refermée, c'est un petit plus ici que je tenais à vous mentionner. Alors tout ça, combien ça coûte? Eh ben, ça coûte quand même assez cher puisqu'on est ici sur une machine qui est proposée à 4 899 €. Je vais arrondir. Je vous fais donc du 4 900 € prix public ici affiché sur le site de Razer pour une machine qui avait été néanmoins lancée à 5 700 €. Donc voilà, donc on est quand même sur une configuration qui est solide, qui est costaud. Mais attention, le prix s'en ressent. Razer le dit sur son site, c'est le plus grand, le plus puissant Blade 18. Donc cette configuration qui passe évidemment aussi, en tout cas qui tente d'expliquer aussi son positionnement tarifaire par d'autres éléments, à savoir l'ergonomie de ce produit et ce châssis également, pour lequel vous remarquez d'autres avantages, d'autres points assez importants. Le clavier rétroéclairé, très confortable à l'usage, ce très large touchpad qui va vous autoriser en fonction des configurations que vous allez faire une multitude de fonctionnalités que vous allez pouvoir y associer des commandes pour vous faciliter l'usage. Moi, je l'ai massivement utilisé cette configuration puisque vraiment je la connectais en USB type C à mon deuxième écran 32 pouces. Attention, il y a un point qui m'a chagriné quand même sur ce clavier, c'est qu'on est sur un PC portable qui revendique un affichage de 18 pouces dans un encombrement de châssis 17 pouces. Et il est vrai qu'on a quand même une place importante qui est occupée par le système audio qui certes délivre un son peut-être un peu au-dessus de la moyenne. Je ne suis pas un spécialiste du PC portable, mais encore une fois, dans mon usage, j'ai surtout travaillé aux écouteurs, donc casque plutôt ouvert pour faire du montage, et puis j'ai également d'autres solutions pour du gaming, du micro-casque, etc. Dans cette configuration-là, il est vrai que ça fonctionne bien. Si on veut regarder un film, etc., on a quand même un écran assez spacieux et un système audio qui est très loin d'être ridicule. Il délivre plutôt un son très convenable, mais il occupe une place importante pour laquelle, et là dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, eh bien moi j'aurais préféré peut-être avoir un pavé numérique. Bon, ça c'est un point de détail. Ce qui me gêne un petit peu plus, eh bien c'est que dans le rétroéclairage de ce clavier, cette fois-ci, les chiffres ne sont pas rétroéclairés. Et du coup, quand on pianote dans la pénombre, souvent on les cherche ces touches. Alors c'est quand même assez regrettable, je ne comprends pas que Razer n'ait pas fait en sorte de rétroéclairer cette zone également avec les chiffres. C'est quand même celle que l'on utilise pas mal lorsqu'on commence à faire un petit peu de saisie texte, et je trouve que ça manque, c'est un peu dommage. Donc cette partie ergonomie du produit, en l'occurrence ici un peu perfectible, il faut bien le reconnaître en fonction de mes usages pour la partie du clavier, et cette qualité de conception, de fabrication sont aussi les éléments que Razer met en avant et qui tentent de justifier en l'occurrence le prix, et c'est le recours à des matériaux de très bonne qualité, le châssis en aluminium qui n'est pas sans conséquence également sur le point. On est sur une machine ici, certes, châssis 17 pouces, enfin 18 pouces, équivalent à l'encombrement d'un 17, mais c'est lourd, ça fait 3,2 kg. Moi, quand je l'ai emmené avec moi à l'IFA de Berlin, je l'avais mis dans mon sac à dos pour ne pas avoir à le mettre en soute dans l'avion.
Je peux vous dire qu'on le sent. On le sent parce que déjà, tous les sacs à dos ne sont pas capables d'accueillir ici une machine qui fait 27,5 cm par 40 cm. L'épaisseur n'est pas énorme, 2,2 cm. Écran fermé, ça passe. En l'occurrence, 27,5 par 40, ok, ça fait un bel appareil déjà dans le sac à dos. Et puis 3,2 kg. Il faut bien noter aussi que sur cette machine, tous les détails ont leur importance. En tout cas, c'est aussi en s'appuyant sur ces détails de conception que Razer explique le caractère hors norme de sa machine. Le châssis, unibody en aluminium anodisé, avec un toucher qui, il est vrai, est très agréable, très qualitatif. Le large touchpad, lui aussi, avec un revêtement un peu façon verre poli, qui offre une glisse exemplaire, ou encore l'ajustement très serré autour des touches du clavier, avec une frappe courte, clavier très confortable lui aussi, mais qui en plus ne souffre d'aucun jeu où il ne semble pouvoir s'insérer des saletés. Par exemple, l'idée n'est pas ici justement de brosser Razer dans le sens du poil, mais plutôt, je vous le dis, de partager avec vous ce que le constructeur met ici en avant. Ensuite, eh bien, à vous de voir si tout cela, ça résonne comme des critères de qualité à vos oreilles ou non. Ensuite, quand il est question de travailler longtemps sur ce type de machine, eh bien, il a la logique de monter en température. 4090 à l'intérieur, processeur Core i9 plutôt très haut de gamme de 13e génération, certes, avec un travail fait par Razer pour tout ce qui touche à la dissipation thermique. On a ici des chambres à vapeur qui sont intégrées et une conception à l'intérieur de ce châssis qui va faire que la dissipation thermique va s'opérer ici par la partie basse, enfin sous l'écran, la partie haute du clavier, mais on est ici au pied de l'écran, avec vraiment des grosses grilles d'aération pour bien dissiper toute la chaleur, ce qui va faire tout simplement qu'on ne va pas être incommodé par une chaleur excessive au niveau du clavier, d'une part, mais aussi et surtout au niveau des repose-poignets. Il n'y a rien de plus désagréable qu'avoir les poignets, au niveau des poignets, sentir cette chaleur excessive, c'est assez désagréable. Et là, ici, en l'occurrence, c'est plutôt bien maîtrisé. Attention, ne vous y trompez pas, on est là sur une configuration qui bourrine et qui va faire du bruit. Autant que vous le savez, le processeur Intel va pouvoir aller chercher des modes boost, notamment aussi en jeu. Tout ça, c'est plutôt bien géré automatiquement, mais vous allez, pour les plus tatillons d'entre vous, allez pouvoir aller paramétrer également à quel moment vous souhaitez déclencher une configuration ou une autre, en associant tout cela. Donc c'est clair, ce Razer Blade 18, il vous livre de la performance, mais on va l'entendre. Ça va pas être un bruit strident, ça va plutôt être un ronronnement de ventilateur assez sourd, 3 ventilateurs, une chambre à vapeur, une dissipation qui se fait bien et du coup un confort qui est entre guillemets un peu préservé, pas de chaleur gênante, du bruit assurément, mais en même temps, lorsqu'on lance dans mon cas des rendus 4K de vidéos assez longs comme je peux les faire sur la chaîne, ou des titres qui sont gourmands, il va falloir que ça s'exprime. Les composants qui sont à l'intérieur sont des composants performants et donc il faut quand même dissiper les chaleurs qui sont émises par toutes ces puces. On va pas être sur un bruit de ventilateur un peu strident, un peu prise de tête. Au contraire, c'est plutôt un bruit assez contenu, c'est un bruit plutôt sourd, c'est pas quelque chose d'agaçant, mais on va l'entendre et c'est pourquoi je pense que les joueurs seront plutôt sur une utilisation au casque, même si encore une fois, les haut-parleurs qui sont présents sont loin d'être ridicules. Très rapidement, la configuration et la cible à laquelle s'adresse ce type de machine, je pense, va essentiellement se focaliser sur une utilisation au casque. Attention, on a aussi ce fameux Razer Central. On sait que Razer a travaillé également pour faciliter un petit peu l'appréhension des différentes suites logicielles, Razer Synapse, Razer Chroma, qui vont vous permettre en plus de créer des profils de rétroéclairage du clavier. Je suis pas spécialement fan de tout ce qui clignote. Moi, un rétroéclairage très simple me convient et j'aurais aimé, encore une fois, que ces chiffres ici, ces touches de chiffres et certains caractères soient rétroéclairés, ce n'est pas le cas. Donc je trouve que la balance est plutôt contenue, mais je ne vais pas vous raconter d'histoire. On l'entend évidemment ce Razer Blade 18 lorsqu'on commence à aller le solliciter et je pense quand même que c'est assez normal et même si encore une fois Intel promet d'autres plateformes, Lunar Lake par exemple, qui là est carrément sur d'autres niveaux de performance mais qui est proche du coup du niveau 0 du bruit selon les tests qui semblent commencer à remonter. Je vais maintenant vous parler de ce qui vous intéresse sans doute le plus. Je vais vous afficher des résultats de tests avec du PC Mark, du 3D Mark, etc. Et sans surprise, on va avoir des configurations qui sont plus puissantes, plus performantes lorsqu'on commence à consulter les rapports de benchmark, notamment du côté des PC de bureau. Enfin, à condition de s'intéresser à la catégorie gaming desktop, parce que comme vous le voyez sur les résultats des mesures, systématiquement, ce Razer 18 se positionne au-dessus de la mêlée, en tout cas sur les gaming laptops, qui semblent toutefois millésimés de 2023. Affaire à suivre, mais c'est sûr pour moi, les performances sont là, et les tests 3D Mark
en atteste, avec notamment justement ce DLSS aussi qui montre un framerate qui passe d'environ 30 à 117 fps, soit une performance presque quadruplée en mode DLSS 3. On est sur une configuration qui se montre extrêmement polyvalente, hein. C'est aucun doute, je pense, là-dessus, qui m'a permis, moi, de jouer à du Counter-Strike, notamment avec des membres de la communauté Discord. Je pense que d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé juste avant, mais on vient de fêter les plus de 1000 membres sur la communauté Discord, donc le lien est dans la description si vous souhaitez nous rejoindre. Et je jouais en l'occurrence de temps en temps avec Daft, un peu le soir, moment de détente, Counter-Strike en mode bourrin. Alors vous allez me dire, bon bah le Counter-Strike n'est pas ce qu'il y a de plus gourmand en matière de puissance et de performance, mais bah, quand on a une dalle 240 et qu'on voit que ça suit derrière, bon on se dit, bah écoute, là si t'es mauvais, prends-en, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, parce que pour le coup, la dalle est bonne et ensuite on a quand même des performances qui sont très très stables, et que ce soit d'ailleurs en Ethernet ou en Wi-Fi. Moi ici je suis équipé d'un routeur Orbi qui me délivre une connectivité en Wi-Fi 6E, et donc j'ai aucun sujet. J'ai également pu soumettre cette machine à Black Myth Wukong. On le sait, c'est un jeu qui aujourd'hui met tout ce qui est ray tracing, path tracing, etc., toutes les dernières évolutions de cette fameuse technologie DLSS 3.5 et tout ce qui vient accompagner la performance aujourd'hui des rendus graphiques, notamment apportés par Nvidia, la transparence, les textures, les reflets de lumière, enfin les jeux de lumière, tous ces trucs-là qui aujourd'hui ont atteint un niveau assez impressionnant, eh bien sont retranscrits sans grande difficulté, je dois bien reconnaître, en tout cas de ce que j'ai pu moi en constater par cette machine Black Myth Wukong. Ça a tourné, ça fonctionne, mais ça fonctionne vraiment très 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 bien, avec des usages également sur des titres comme du jeu de sim racing aussi. Alors j'ai pas tourné d'image à ce moment-là parce que la configuration en sim racing de la pièce est un petit peu compliquée, parce que j'utilise mon casque de réalité virtuelle, je dispose le volant sur le, enfin j'ouvre le kit de sim racing. Donc c'est une configuration un petit peu particulière, mais sachez que j'ai pu jouer également en réalité virtuelle avec ce produit. Donc comme je le disais, Assetto Corsa, également beaucoup de Breachers aussi, ou du After the Fall, ce genre de truc, en passant par Steam. Et là aussi, il est vrai que dans ce type de configuration, on préférera lui brancher un câble Ethernet, parce que souvent, les outils logiciels qui vous permettent de communiquer ensuite en sans fil avec le casque vous mettent des petits messages d'alerte. Ouais, attention, pas dans une configuration idéale, le PC portable n'est pas branché en Ethernet. Mais voilà, je l'ai fait, ça fonctionne très bien en sans fil également dans cette configuration. Et c'est une polyvalence qui, je pense, pour moi, ne fait aucun doute quand on met ce niveau de tarif, quand on est sur une machine à 4 900 €. Vous doutez bien que la performance est là. Voilà, on est vraiment sur une solution de remplacement de PC et de bureau. L'investissement est assez lourd. Donc sur le gaming, aucun sujet, ça marche, ça bourrine. Très très bonne configuration pour tous ces usages jeux vidéo, selon moi. Oui, certains me diront, ouais, mais il y a plus puissant, ouais, mais peut-être que c'est peut-être un peu trop puissant, peut-être que certains auront d'autres avis. Moi, ce que je teste ici, en tout cas, est convaincant, et c'est très très convaincant pour le cœur de l'usage que j'ai eu également avec ça. DaVinci Resolve. Alors DaVinci Resolve, c'est une solution que j'aborde également parfois dans d'autres vidéos. J'ai la version studio, on est désormais à la version 19. Et alors ça, mais quel régal d'utiliser ce type de logiciel qui est ultra optimisé. Moi, j'ai quitté Adobe Premiere Pro, qui est quand même devenu pour moi un truc que je boude absolument pour sa lourdeur, même si j'ai été formé à ça et si j'ai encore beaucoup d'automatismes Adobe Premiere et certaines choses que je ne refais pas sur du DaVinci Resolve parce que j'ai pas encore acquis certains automatismes. La performance de la puce Nvidia et de CUDA et tous ces trucs-là dans la création, dans les traitements, certains des traitements IA, le tracking des Magic Mask, etc., détourer les gens, wow, ça marche super bien. Ce qui va m'emmener aussi à ces vitesses de rendu. J'ai généré certains contenus en 8K alors qu'ils ne sont pas disponibles, notamment parce que la plateforme YouTube notamment ne me les accepte pas, mais j'ai pu traiter des vidéos 8K extraites de smartphone, en l'occurrence mon Galaxy S24 Ultra. Ça fonctionne bien, ça traite vite. Et puis dernier point sur lequel j'ai beaucoup sollicité aussi ce PC portable, et d'ailleurs vous avez participé à cela peut-être sans même le savoir, il s'agit des streams que j'ai pu faire sur OBS, notamment avec Nvidia Broadcast qui se charge de me détourer de la caméra, donc souvent comme je le disais l'Insta360, et gérer même de multiples flux de caméras qui sont injectés dans OBS et rediffusés ensuite sur YouTube avec la prise en charge du NVENC, on sait, du H264, du H265. Donc c'est une configuration, que vous soyez joueur créateur de contenu, streamer, etc., on y est. Ça coche vraiment
toutes les cases, et j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est encore heureux, compte tenu du prix ici de cette machine, mais on est vraiment là sur une belle polyvalence, je trouve. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher les fonctionnalités d'overclocking. Je n'ai pas eu besoin spécialement d'aller dans les tréfonds, notamment de l'applicatif de Razer Synapse & Co. Quand on lance un jeu, il se charge de le faire tout seul. On a ce petit pop-up qui vous dit « Hey, regarde, je suis en train de t'optimiser, te killer certaines applications pour récupérer un petit peu de performance, te libérer un petit peu de mémoire, etc. » Le seul truc que j'ai essentiellement fait, eh bien, c'est cette touche qui permet de verrouiller ou de déverrouiller le touchpad, donc fonction T pour le touchpad, parce que bah, voilà, j'utilise la souris, je prends le PC portable, je vais travailler dans le salon, j'ai besoin du touchpad, j'utilise. Et puis il y a aussi la touche qui va permettre de passer du profil plutôt performance polyvalent au profil silencieux. Puis si jamais vous dites, ok, bah, je le débranche, je vais bosser pendant un temps dehors, je vais prendre l'herbe, la table de jardin ou la table du salon, etc. Je bouge un petit peu dans la maison, et ben vous allez être le vent dans le dos à 1 heure. On va pas aller chercher 2 heures d'utilisation, même sur de l'application bureautique, du surf, du mail, ce genre de trucs, de la vidéo. Bon, ça va être très vite assez limité. C'est un petit peu dommage, c'est vrai que c'est quand même assez court. C'est pas le rôle, voilà, c'est pas le but de cette machine. Voilà, elle va essentiellement fonctionner branchée au secteur. C'est vrai qu'on pourrait espérer avoir un peu mieux. J'ai veillé par ailleurs aussi à limiter la fréquence, par exemple à du 60 Hz. On peut pas descendre en dessous pour peut-être faire certaines économies encore de puissance. Voilà, c'est un constat. On va être sur environ 1 heure d'usage loin de la prise, ensuite boum, on rebranche le chargeur. Vous allez pouvoir également faire certains arbitrages que j'ai fait. Par exemple, lorsque je sais que j'évolue principalement à la maison, bah, dans le logiciel de chez Razer, j'ai limité le niveau de charge de la batterie à 80%. Je n'y va pas au-delà, c'est pas la peine, voilà, ça va me permettre juste de faire quelques petites tâches loin de la prise de temps en temps, mais préserve-moi plutôt les cellules avec un niveau de charge à 80%, et puis si vous avez besoin de plus, très vite on retourne booster ce curseur de charge à 100% si nécessaire, bah, vous l'avez compris. Donc batterie 91,7 Wh intégrée à l'intérieur, ça va pas être fait pour de gros usages loin de la prise, ponctuel, avec de moindres performances, bien entendu. Je vais maintenant passer à un autre chapitre qui est intimement lié cette fois-ci à l'écran, les résultats des mesures, comme je les appelle sur les tests de télé, puisque ceux qui sont abonnés à la chaîne le savent, j'ai la sonde Portrait Display C6 HDR 5000, dernière sonde qui m'a été envoyée par Portrait Display, là aussi je pense qu'on peut les remercier pour ça, et le logiciel Calman Business qui m'ont permis donc de faire ce que vous avez peut-être moins vu sur ce Razer Blade 18, à savoir mesurer les performances de l'écran de ce Razer Blade 18, et on bascule en voix off et vous allez voir que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Le constructeur Razer ne communique pas sur la nature de la dalle LCD du Blade 18. Toutefois, après vérification, il semble qu'il s'agisse d'un panneau IPS qui, par l'agencement des sous-pixels, capitalise sur les angles de vision plus que sur le contraste. À l'usage, il est vrai que les angles de vue sont assez larges, notamment grâce à un revêtement plutôt mat de la dalle. Comme je le disais cependant en préambule, les mesures ne sont pas des plus flatteuses à son égard. Si les choses s'engageaient plutôt bien avec une luminosité relevée à 494 nits sur l'intégralité de l'écran, donc proche des 500 nits annoncés, ce 18 pouces affiche une image avec des dérives importantes sur les couleurs les plus dynamiques. L'équilibre des teintes RGB n'est pas bon sur toutes les valeurs de l'échelle de gris, comme l'attestent tout d'abord ces premières mesures qui sont réalisées ici avec un blanc à 100% et à 30%, le bleu et le vert dominent trop largement et le delta E moyen est de 6,6 sur l'échelle de gris. Cela se traduit par une température moyenne des couleurs à 7700 K et donc une image trop froide. C'est là que je regrette que Razer ne propose pas dans ses multiples options logicielles la possibilité de changer le mode d'image. Il faut s'en remettre à la gestion des profils de couleurs sous Windows, alors que des modes précalibrés type film, photo, bureautique, etc., comme on en trouve sur certains moniteurs, auraient été pertinent pour améliorer facilement les choses. D'autant qu'on note une bonne capacité technique de la dalle, qui couvre largement le spectre colorimétrique, mais qui est là encore pénalisé par des couleurs souvent un peu trop à côté de la plaque, comme l'accuse ici le delta E moyen 2000 relevé à 5,54. Un profil de dalle qui n'affiche donc pas des aptitudes records, pas même non plus dans la partie taux de contraste. La sonde relève un timide 1176:1 avec une luminosité moyenne de 450 nits et une valeur au noir de 0,385, à savoir donc des noirs trop peu profonds. En revanche, l'uniformité de la dalle est bonne.
Enfin, on s'entend, l'image reste dans l'ensemble très bureautique ou informatique, si je puis dire, avec un blanc globalement un peu trop bleu, mais néanmoins, vous ne devriez pas percevoir de dérive sur les angles ou noter d'effets de vignettage, par exemple au coin de la dalle. Je préciserai par ailleurs que j'ai réalisé toutes les mesures selon différents modes, à 10% comme à 100%, mais aussi à différentes puissances lumineuses, et cela n'a pas permis d'améliorer les résultats de manière significative. J'ajouterai que lorsqu'on place la luminosité sous Windows à 50%, eh bien cela équivaut à une luminosité sur la dalle d'environ 250 nits. J'ai ensuite pu passer à la procédure de calibrage de l'écran, et là forcément ça change tout, ou presque. Le delta E moyen, que j'avais relevé à plus de 6 pour l'échelle de gris, est ramené à peau de chagrin avec une moyenne de 0,3 et un max à 0,7, ce qui est tout simplement excellent. Ainsi que d'ailleurs des courbes RGB et EOTF ou encore luminance qui suivent là encore toutes les valeurs de référence. La fidélité des couleurs devient parfaite avec un delta E moyen 2000 à 0,4 et un maximum à 1,1. C'est assez fou et on regrette que Razer n'ait pas appliqué cela en série. La montée en luminosité sur les couleurs est désormais bien mieux maîtrisée, mais attention, il y a un truc. En effet, ici, toute la procédure s'opère avec une luminosité de l'écran à environ 100 nits. Lorsque l'on pousse un peu à nouveau la luminosité à 100%, soit désormais 434 nits, la nature du panneau reprend le dessus, le vert et le bleu dominent, et les dérives apparaissent avec un delta E moyen, toutefois cette fois-ci à 2,6 et une échelle de gris plus maîtrisée. En revanche, pour conclure, il me faut bien reconnaître que la promesse faite par Razer d'une couverture colorimétrique importante de l'espace DCI-P3 se vérifie avec un joli 98%. En d'autres termes, si la dalle est capable d'aller loin, eh bien elle aurait mérité un meilleur calibrage en usine. Voilà pour cette partie résultat des mesures. Alors j'espère que j'en ai pas perdu certains d'entre vous qui bien peut-être découvriraient la chaîne par le test de ce Razer Blade 18 et qui ne seraient pas familiers avec tout ce jargon qui s'applique notamment à l'analyse des écrans. Et puis j'espère aussi que j'en aurais pas choqué certains d'entre vous qui pour le coup sont peut-être plus familiers avec cela et qui se disent mais qu'est-ce que nous a fait Razer là sur son écran, les résultats ça va pas. Oui, alors c'est sûr que par rapport au téléviseur calibré au cordeau, c'est pas comparable. Et puis ça me permet aussi de mettre des mots sur ce que vous avez peut-être vu avec les images qui habillent ce test depuis tout à l'heure. Avec des résultats où on va bien voir que en fonction des titres auxquels vous allez jouer, que dans les zones sombres de l'image, ça manque un petit peu de profondeur dans les noirs. Est-ce que c'est volontaire de la part de Razer parce que ça va permettre notamment de déboucher certaines zones et sur des titres qui vont être compétitifs, on va avoir besoin d'identifier des ennemis dans la pénombre, etc. Est-ce que c'est simplement une limitation technique également aussi de cette dalle? On est quand même sur une dalle QHD+, en 240 Hz, donc peut-être que contrainte au niveau de ce panneau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai partagé ce point de vue-là avec les équipes de Razer, avec mon interlocuteur en France. Je lui ai dit, là, gars, ton écran, il est mal calibré, hein. Moi, je vais le dire. Il me dit, mais vas-y, fais ton job, raconte ce que tu as à raconter, tu as les mesures pour toi, donc aucun sujet là-dessus. Pour autant, est-ce qu'à l'usage, ça m'a vraiment gêné lorsqu'il a été question de jouer à Counter-Strike, à Blast Mix Wukong, c'était perceptible quand même. Mais à des titres VR, j'étais dans le casque, pas de problème. À des titres de course, par exemple, également, un Forza ou ce genre de titre, pas de problème. C'est des couleurs chatoyantes, c'est des trucs qui vont bien dans le contexte du jeu. Après, si vous cherchez de l'OLED, l'effet de l'OLED, c'est noir très profond, c'est pas ça qu'il va falloir acheter. Il va peut-être falloir vous tourner vers les autres configurations qui sont proposées désormais également par Razer, et c'est d'ailleurs sans doute pour cela aussi qu'ils ont proposé ces évolutions. Ils ont désormais des écrans mini LED et qui sont Calman Verified ou Calman Certified, je ne sais pas quel est le terme exact, en tout cas qui sont certifiés par Calman sur une calibration en sortie de l'usine. Ils vous assurent un delta E très contenu et couplé à du mini LED et donc une gestion plus précise du rétroéclairage, je pense que l'expérience sera meilleure. Mais encore une fois, de mon côté, j'ai vécu de belles expériences sur le gaming et aussi, surtout, sur le montage vidéo. Dans mon usage, ça m'a pas spécialement gêné. Bon, voilà. Donc, à savoir quand même que cette partie, en tout cas écran, n'est pas parfaitement calibrée. Donc, dans l'ensemble, vous l'aurez compris, un bilan plutôt positif au regard des performances, au regard de la polyvalence de cette machine, que ce soit pour le travail, la production ou le gaming. C'est vraiment un produit qui peut tout faire, mais naturellement, j'insiste sur cette fin de vidéo, sur ce que j'y oppose, à savoir le prix, 4 900 €, c'est quand même assez considérable, mais peut-être que certains se diront, moi c'est le prix que je souhaite investir pour avoir l'esprit tranquille, je veux un produit
pour lequel la charnière va pas me lâcher, pour lequel je vais pas avoir des éclats sur la peinture, des trucs qui vont commencer à s'effacer, un clavier qui va perdre en confort d'utilisation, un truc qui va faire du bruit, qui va se mettre à ventiler, des ventilateurs que je vais devoir changer dans 2 ans parce que ils vont commencer à couiner. Voilà, je pense là pour l'instant je suis pas encore à 2 ans d'utilisation, mais qu'on est sur un niveau d'équipement assez sérieux, et j'y opposerai en fait certaines approches que l'on peut avoir, certains clients qui vont aller chercher des produits chez Apple par exemple, parce que à ce niveau de prix on est sur du produit d'exception, on est sur un produit qui, au-delà de la performance, représente même un objet. On est vraiment sur de l'objet, pour moi, quelque chose qui, au-delà de la perf, va représenter quelque chose. C'est beau, c'est propre, c'est qualitatif, ça devrait bien vieillir. Voilà, c'est un objet d'exception. On est sur des produits qui sont premium. Certains vont avoir envie d'avoir un PC dans lequel ils vont aller creuser, chercher quel est le meilleur des composants, où est-ce que je vais le trouver le moins cher, comment je vais pouvoir l'associer, l'assembler, choisir ma tour, etc. Et puis d'autres vont mettre 2 fois le prix dans une tour toute faite, toute prête, qui sera extrêmement propre, tout bien assemblé à l'intérieur du câble management. Voilà. Vous achetez un objet, peut-être un faire-valoir même, pour certains créateurs peut-être aussi. Voilà, donc moi, pour ma part, je ne peux que remercier Razer d'apporter ce soutien à la chaîne, parce que j'ai vraiment une machine qui me permet de travailler aujourd'hui très confortablement à la maison, et plus ponctuellement sur des déplacements de longue durée, 5, 10 jours, une semaine, 3, 4 jours aussi, parce que 3, 4 jours, pourquoi pas le mettre dans le sac à dos. Moins c'est plus compliqué, moi j'ai envie d'aller chercher autre chose, et a fortiori sur les allers-retours sur 2 jours, j'ai pas spécialement envie de me charger de ce type de machine. Voilà pour mon bilan, n'hésitez pas, réagissez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je pense que je vais m'intéresser d'un peu plus près aussi peut-être au test de PC portable. Encore une fois, à partir du mois de septembre 2024, je vous l'ai annoncé, l'objectif pour moi est de faire grandir la chaîne. J'ai stoppé la collaboration avec certains médias pour tenter d'obtenir ici sur la chaîne YouTube une forme de pérennité, une forme de fonctionnement qui fait que ça pourrait devenir une activité à plein temps. Donc n'hésitez pas, manifestez-vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Vous retrouverez aussi dans la description le lien qui vous mènera vers notre groupe de discussion Discord qui, comme je le disais, a fêté ses 1000 abonnés tout récemment. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous retrouverez aussi les liens vers mes réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!